Il faut dire que j'ai vécu 37 ans avec Marie-Claude et qu'il y avait dans ma vie Dorothée depuis 25 ans. Chez Michel Onfray, même l'aveu sentimental ressemble à une déflagration. Alors, que faut-il voir derrière cette confidence tardive? La contradiction d'un philosophe du plaisir? Le vertige d'un homme blessé? Ou la vérité nue d'une existence plus romanesque que tous ses livres? Et si, à 67 ans, Michel Onfray ne révélait pas seulement une histoire d'amour, mais le secret le plus dérangeant de toute sa trajectoire? Derrière le polémiste, derrière le penseur de l'athéisme, derrière l'homme des combats, il y a toujours eu un homme traqué par le manque, la fidélité, la perte et le besoin presque désespéré d'une paix enfin trouvée. Michel Onfray est de ces figures françaises qu'on ne traverse pas sans heurts. Né le 1er janvier 1959 dans l'Orne, il s'est imposé au fil des décennies comme philosophe, essayiste, polémiste, professeur devenu dissident, écrivain d'une fécondité presque démesurée. Plus de 150 livres, traduits dans de nombreuses langues, ont fait de lui un cas à part. Un auteur populaire dans un domaine que l'on disait réservé au cénacle, un homme capable de parler d'Épicure, de Nietzsche, de Camus, du christianisme, de Freud, du corps, de la table, du désir, de la mort et de la politique, en se donnant l'allure d'un artisan normand plus que d'un mandarin parisien. C'est précisément cette alliance entre abondance, accessibilité et défi lancé au monde académique qui a fabriqué le personnage Onfray. Mais il serait trop simple de raconter Michel Onfray comme un homme né pour provoquer. Avant le bruit, avant les plateaux, avant les tribunes qui divisent, il y a chez lui une vieille matrice, celle de l'enfant venu d'un milieu modeste, celle d'une mémoire provinciale, rude, laborieuse, celle aussi d'une expérience précoce de l'autorité religieuse qui marquera durablement sa sensibilité. Plus tard, tout dans son œuvre semblera répondre à cette blessure d'origine, le refus du ciel, la méfiance à l'égard des vérités officielles, la volonté de redonner au corps et au monde sensible une dignité philosophique. Chez Onfray, la pensée ne s'est jamais voulue angélique. Elle a toujours voulu sentir la terre, la chair, la fatigue, la nourriture, la douleur, le deuil, la volupté. C'est peut-être pour cela que ses lecteurs fidèles l'ont suivi avec passion. Ils n'avaient pas le sentiment de lire un philosophe enfermé dans les bibliothèques, mais un homme qui voulait arracher la philosophie à la poussière pour la remettre au milieu des vivants. Cette ambition de populariser la raison, de sortir la pensée du sanctuaire des experts, deviendra plus qu'un slogan, une mission. Pendant 19 ans, de 1983 à 2002, Michel Onfray enseigne la philosophie au lycée privé catholique Sainte-Ursule de Caen. 19 ans à transmettre, à expliquer, à répéter, à lutter aussi contre l'usure d'une institution qu'il finira par juger étouffante. Lorsqu'il quitte l'enseignement, il ne le fait pas seulement par lassitude personnelle. Il inscrit son geste dans un moment politique précis. L'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002 agit pour lui comme un choc, presque comme une sommation. La philosophie, si elle veut encore servir à quelque chose, doit cesser de tourner sur elle-même et aller parler aux citoyens là où ils vivent, pensent, doutent et votent. De cette conviction naît l'Université populaire de Caen, gratuite, ouverte à tous, sans diplôme, sans inscription, sans barrière symbolique. C'est l'un des gestes les plus cohérents de sa vie. Transformer l'indignation en institution, substituer aux commentaires du monde une pratique de transmission. Pendant 16 ans, sa contre-histoire de la philosophie y sera enseignée, diffusée, écoutée bien au-delà de Caen, notamment par l'intermédiaire de France Culture. C'est là, dans cette période d'expansion intellectuelle, que Michel Onfray bâtit son image la plus puissante. Il se présente comme l'adversaire des hiérarchies figées, le contempteur des clercs, le philosophe des marges, des hérétiques, des vaincus du récit officiel. Sa grande entreprise, la contre-histoire de la philosophie, vise précisément à remettre en lumière des traditions délaissées, cyniques, épicuriens, matérialistes, libertins, athées, sensualistes, à rebours d'une philosophie qui, selon lui, aurait trop souvent célébré l'idéal au détriment du réel. Il construit une généalogie du corps, du plaisir, de l'immanence, de la sagesse terrestre. Son nom se lie alors presque naturellement à quelques étiquettes récurrentes. Hédonisme, matérialisme, athéisme,
esprit épicurien. C'est flatteur, réducteur, parfois caricatural, mais pas faux. Michel Onfray a fait de la jouissance lucide un contre-modèle à la morale sacrificielle, du monde sensible, un antidote aux arrière-mondes, et de la vie concrète, une matière philosophique à part entière. Seulement voilà, les hommes qui théorisent le bonheur sont souvent ceux que le malheur vient contredire avec le plus de cruauté. Et c'est ici que le récit public rejoint enfin le drame intime. Pendant des décennies, le nom de Marie-Claude Ruel reste discret dans l'ombre de Michel Onfray. Elle n'est pas une silhouette mondaine, pas une épouse exhibée, pas un personnage de magazine. Professeure d'italien et de français, compagne de Michel Onfray depuis 1976, elle appartient à cette catégorie de présences essentielles que les biographies mentionnent peu, mais sans lesquelles toute une vie intellectuelle aurait peut-être vacillé. Quand elle meurt en août 2013, c'est bien plus qu'un deuil qui s'abat sur lui. C'est l'effondrement d'une époque entière, la fin d'un monde partagé depuis la jeunesse. On sait qu'Onfray lui dédiera notamment Cynisme, portrait du philosophe en chien, ainsi qu'un Requiem athée, et qu'après sa disparition, il quittera Argentan pour s'installer à Caen. On sait aussi qu'il a publiquement affirmé qu'elle avait bénéficié d'une aide active à mourir à laquelle il avait pris part, faisant de cette expérience personnelle un argument en faveur de la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Ce n'est plus alors seulement le philosophe qui parle. C'est l'homme qui a approché la frontière, l'homme pour qui la théorie n'est plus une théorie. Il faut s'arrêter ici, parce que c'est à partir de cette faille que beaucoup de récits simplistes ont commencé. Certains ont voulu voir dans la suite une sorte de renaissance sentimentale presque légère, comme si Michel Onfray, veuf, s'était soudain offert un nouveau printemps. D'autres ont préféré la version plus crue, presque scandaleuse. Celle d'une double vie révélée tardivement, comme une bombe médiatique destinée à relancer le personnage. Mais la vérité, si l'on suit ses propres confidences, est plus trouble, plus inconfortable, plus humaine aussi. Dorothée Schwartz n'apparaît pas après Marie-Claude comme un amour de remplacement venu combler un vide. Elle était déjà là depuis longtemps, depuis 25 ans même, y compris pendant le premier mariage. Et selon Onfray, Marie-Claude comme Dorothée connaissait cette situation. Autrement dit, ce qui a été vendu comme une rupture soudaine était en réalité l'aboutissement visible d'un arrangement invisible, d'une fidélité double, d'un système sentimental longtemps tenu à distance du regard public. C'est ce point qui fascine autant qu'il dérange. Comment l'homme que l'on associe à Épicure, au plaisir, à l'éthique de l'immanence, a-t-il vécu pendant un quart de siècle dans une configuration amoureuse aussi inhabituelle, aussi explosive, sans qu'elle ne fasse éclater l'édifice? Était-ce cohérent avec sa philosophie? Ou bien l'une de ces justifications intellectuelles dont les hommes se servent pour maquiller leurs contradictions? La question mérite d'être posée, parce que c'est précisément là que l'affaire cesse d'être anecdotique. Chez Onfray, la vie privée ne peut pas être séparée aussi facilement de la pensée. Non pas parce qu'un philosophe devrait offrir un exemple moral impeccable, cette idée l'aurait sans doute fait sourire, mais parce qu'il a lui-même passé sa vie à défendre une philosophie incarnée, enracinée dans l'existence, inséparable du style de vie. Dès lors, son histoire avec Marie-Claude et Dorothée devient presque un chapitre annexe de son œuvre. Non pas sa preuve, non pas sa réfutation, mais sa part obscure. Elle révèle un homme qui n'a jamais voulu choisir entre l'ordre bourgeois du couple et la liberté absolue du libertinage. Un homme qui a tenté autre chose et qui en a payé le prix en exposant tardivement sa vulnérabilité au jugement public. Lorsque Michel Onfray épouse Dorothée Schwartz fin 2018, l'événement choque moins par sa survenue que par ce qu'il met au jour. Le mariage n'est pas présenté comme une bluette tardive. Il ressemble à la formalisation d'une fidélité ancienne, longtemps souterraine. Dorothée n'est pas seulement la femme qu'il aime, elle est aussi son assistante, sa collaboratrice, une figure liée à l'association Diogène Éco, qui gère l'université populaire de Caen. Elle a participé à son univers intellectuel et pratique, à l'ombre des livres, des cours, de la logistique, du quotidien. En d'autres termes, elle n'est pas une apparition sentimentale, elle est une présence de structure. Voilà pourquoi, quand on lit certains récits réduisant leur histoire à un simple scandale de presse people, on passe à côté de l'essentiel. Ce lien a traversé les années, la clandestinité relative, le deuil,
puis la reconnaissance publique. Il a survécu à tout ce qui, normalement, devait le détruire. Et c'est là que surgit le paradoxe le plus émouvant du personnage. Michel Onfray, que l'on imagine volontiers retranché derrière ses formules définitives, ses positions tranchées, ses coups de menton médiatiques, laisse soudain entrevoir quelque chose de beaucoup plus fragile. À défaut d'avoir été père, il a raconté le bonheur d'entrer dans une famille plus large grâce à Dorothée, d'être entouré d'enfants et même de se découvrir grand-père par alliance. D'un seul coup, le grand pourfendeur des illusions semble trouver sa joie, non dans une théorie nouvelle, non dans une victoire polémique, mais dans des scènes minuscules, une maison, une présence, des repas, la répétition simple des jours partagés. Il y a là une ironie presque romanesque. Celui qu'on réduit souvent à l'auteur de thèses fracassantes sur Dieu, Freud ou l'Europe, paraît atteindre tardivement une forme de bonheur domestique qui désarme l'image du combattant. Mais une vie de Michel Onfray racontée honnêtement ne peut pas se satisfaire du seul registre sentimental. Car pendant que l'homme cherche l'apaisement dans l'intime, le personnage public, lui, continue d'attirer la tempête. Et cette tempête est ancienne. Dès les années 2000, il devient l'un des intellectuels français les plus discutés, autant lus qu'attaqués. Son traité d'athéologie l'installe comme l'une des figures majeures d'un athéisme militant à la française. Puis sa critique de Freud et de la psychanalyse, notamment dans Le crépuscule d'une idole, déclenche une bataille culturelle d'une rare intensité. Les partisans d'Onfray louent son courage iconoclaste, sa volonté de désacraliser une figure devenue intouchable. Ses adversaires lui reprochent au contraire des simplifications, des erreurs historiques, une agressivité polémique qui réduit un débat complexe à une opération de démolition. Le point n'est pas de trancher ici qui a raison. Le point est de comprendre que Michel Onfray s'est construit dans cette zone de friction permanente, où l'admiration et l'exaspération naissent souvent du même geste. Avec le temps, les controverses ne se sont pas apaisées. Elles se sont déplacées. Ce n'est plus seulement le philosophe de l'hédonisme que l'on commente, mais l'intellectuel médiatique dont les prises de position sur l'islam, la gauche française, l'Europe, la démocratie contemporaine, les médias, l'identité nationale ou le souverainisme brouillent de plus en plus les lignes classiques. Ses détracteurs l'accusent d'avoir glissé vers une pensée qui, sans se confondre avec l'extrême droite, lui ouvre parfois un espace de légitimation culturelle. D'autres parlent d'un brouillage entre critique sociale, antisystème et rhétorique souverainiste. En 2020, lorsqu'il lance la revue Front Populaire, la réaction médiatique est immédiate. Le projet se présente comme souverainiste, désireux de rassembler des voix venues de droite et de gauche autour d'une critique du système dominant. Mais plusieurs observateurs y voient justement un laboratoire dangereux de confusion idéologique, un lieu où la frontière entre contestation et droitisation devient de plus en plus poreuse. Le débat sera féroce, révélateur du statut singulier d'Onfray, assez influent pour inquiéter, assez indiscipliné pour ne jamais entrer complètement dans la case qu'on lui destine. C'est peut-être cela, au fond, qui fait de Michel Onfray un personnage presque impossible à résumer. Il est trop à gauche pour certains, trop à droite pour d'autres, trop populaire pour l'université, trop philosophe pour les chroniqueurs, trop polémiste pour les philosophes, trop littéraire pour les militants, trop doctrinaire pour les esthètes. Il sème le trouble. Et parfois, il l'entretient lui-même. Ses ennemis lui reprochent d'aimer la scène, de jouer de la formule qui claque, d'installer ses idées dans un théâtre du conflit où la nuance souffre. Ses admirateurs, eux, voient dans cette liberté de ton une manière de refuser les censures symboliques, les orthodoxies de Kant, les catéchismes modernes. Ce qui est sûr, c'est que Michel Onfray ne laisse jamais les autres écrire son personnage à sa place. Même lorsqu'il est attaqué, il retourne l'accusation en preuve de son indépendance. Même lorsqu'on le dit « récupérer », il répond par une revendication de solitude intellectuelle. Et pourtant, derrière cette maîtrise du personnage, l'usure affleure. Chez Onfray, le bonheur n'a jamais été une ivresse naïve. Son hédonisme n'est pas celui des cartes postales. C'est un hédonisme tragique, traversé par la conscience de la mort, par la finitude, par la destruction lente de tout ce qu'on aime. Il suffit de regarder ce que devient sa parole après 2013 pour sentir ce déplacement. Le deuil de Marie-Claude
n'est pas un épisode refermé par un remariage. Il demeure comme une chambre secrète. Lorsque Dorothée apparaît plus nettement dans son récit, ce n'est pas pour effacer celle qui n'est plus là, mais pour faire tenir ensemble ce qui a été vécu et ce qui continue. Onfray ne raconte pas une substitution, il raconte une continuité impossible. Aimer après avoir perdu, continuer après avoir accompagné la fin, retrouver la douceur sans renier l'abîme. Voilà pourquoi son bonheur tardif touche davantage qu'il ne scandalise, à condition de le regarder sans paresse morale. Il ne s'agit pas du triomphe d'un homme qui aurait tourné la page, mais de la survie d'un homme qui sait qu'aucune page ne se tourne vraiment. Il faut aussi rappeler un autre élément essentiel. Michel Onfray n'a jamais cessé de produire. Là où d'autres intellectuels se figent dans leur propre statut, lui continue d'écrire, de commenter, de publier, de lancer des cycles. En 2025, Albin Michel publie Déambulation dans les ruines, premier volume d'une vaste histoire philosophique de l'Occident, consacrée à l'Antiquité grecque et romaine. Parallèlement, Front Populaire demeure la matrice de ses interventions récentes, avec une revue de presse hebdomadaire et des contenus réguliers en 2026. Cette activité n'est pas anecdotique. Elle dit quelque chose de sa manière d'habiter le temps. Michel Onfray n'est pas un auteur de retraite. C'est un auteur de siège. Il continue d'occuper le terrain, de répondre, de relancer, de reformuler. Son œuvre n'est pas un monument figé. C'est une machine en mouvement, parfois épuisante, parfois contestable, mais toujours volontaire. Alors, que signifie vraiment cette image de Michel Onfray à 67 ans, heureux auprès de Dorothée? Certainement pas une rédemption hollywoodienne. Pas davantage le dénouement miraculeux d'une vie de scandale. Ce serait trop pauvre, trop plat, trop commode. Ce qu'elle signifie est bien plus intéressant. Elle montre qu'un homme peut avoir consacré des milliers de pages au plaisir, à la sagesse, à l'athéisme, à la politique, et découvrir malgré tout que la paix la plus difficile à conquérir n'est ni théorique ni publique. Elle se niche dans la fidélité quotidienne, dans l'intimité partagée, dans le simple fait de ne pas finir seul avec ses idées. Chez Michel Onfray, cela prend une force particulière parce que tout semblait l'en éloigner, le deuil, la violence du débat public, les accusations incessantes, les fractures idéologiques, les procès en trahison, la lourdeur d'une image de polémiste que la télévision a souvent figée. Et pourtant, au bout du tumulte, ce n'est pas une thèse qui demeure au centre du tableau, mais une scène presque silencieuse. Un homme et une femme qui, après des décennies d'ombre, tiennent enfin ensemble dans la lumière. C'est peut-être cette contradiction-là qui résume le mieux Michel Onfray. L'homme qui a voulu démystifier les idoles a fini par découvrir qu'aucune démystification ne protège contre la douleur. L'homme qui a combattu les transcendances a rencontré dans l'amour une expérience qui dépasse toutes les constructions intellectuelles, non pas parce qu'elle serait sacrée, mais parce qu'elle demeure irréductible. L'homme qui a passé sa vie à contester les grands récits s'est retrouvé enfermé dans les récits que les autres fabriquaient sur lui. L'athée flamboyant, le libertaire devenu souverainiste, le contempteur de Freud, le critique de la gauche, l'allié objectif des conservateurs, le provocateur impénitent. Mais sous ces costumes successifs, il y a autre chose de plus persistant. Un homme poursuivant une forme de sagesse existentielle, parfois dans la justesse, parfois dans l'erreur, parfois dans l'aveu tardif, toujours avec la volonté farouche de ne pas mentir sur ce qu'il croit être sa vérité. Et c'est précisément pour cela que son histoire sentimentale résonne autant, parce qu'elle contredit les facilités de lecture. On s'attendait à trouver chez lui un doctrinaire. On trouve un homme. On s'attendait à un hédoniste abstrait. On découvre un survivant du deuil. On s'attendait à un polémiste sec. On entrevoit une gratitude presque tendre pour une femme demeurée présente dans les pis les plus difficiles de son existence. On s'attendait à un scandale. On tombe sur une fidélité dérangeante, longue, imparfaite, impossible à rendre proprement morale ou immorale. Et c'est peut-être cela qui gêne le plus notre époque. Les histoires qui ne se laissent pas juger en 2 phrases, les vies qui mélangent ombre et lumière au point de rendre toute sentence trop courte. Reste enfin la question la plus troublante. Michel Onfray est-il aujourd'hui heureux, vraiment?
Un article honnête ne peut pas répondre à la place d'un homme. Mais il peut constater que tout, dans sa trajectoire récente, suggère une forme d'apaisement intime au milieu d'une agitation publique intacte. Oui, il continue de polariser. Oui, ses positions suscitent des critiques sévères. Oui, sa parole reste clivante, parfois volontairement abrasive. Mais il y a désormais dans son récit une strate plus calme, comme si l'homme, sans renoncer au combat extérieur, avait sécurisé quelque chose d'essentiel à l'intérieur. Ce n'est pas le bonheur triomphant des vies sans cicatrices. C'est un bonheur de rescapé, un bonheur qui sait ce qu'il a coûté, un bonheur que la philosophie n'a pas fabriqué, mais qu'elle a peut-être aidé à reconnaître lorsqu'il s'est présenté. Ainsi va Michel Onfray, immense producteur d'idées, briseur de consensus, homme de formules qui blessent et de livres qui marquent, intellectuel populaire et pourtant isolé, critique des orthodoxies devenu lui-même cible d'orthodoxies nouvelles, philosophe du plaisir attrapé par la mort, puis sauvé peut-être par une fidélité longtemps cachée. À 67 ans, son moment de bonheur auprès de Dorothée n'efface ni les controverses, ni les deuils, ni les ambiguïtés, mais il révèle quelque chose de plus fort que la polémique. L'homme qui, après avoir traversé les ruines, découvre que le plus grand luxe n'est ni d'avoir raison, ni d'être applaudi, mais d'être encore aimé lorsque le vacarme retombe. Et si cette histoire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits.